Recrudescence de la pandémie à coronavirus après les pays de l'Occident, notamment l'Allemagne, les États-Unis, la France. Le gouvernement camerounais prend des mesures pour qu'on ne retrouve pas de nouveaux cas de personnes affectées à la pandémie coronavirus, malheureusement déjà effectives dans la région du littoral et même à l'ouest du pays. De nouvelles mesures prises aussi par le gouvernement camerounais via un communiqué du ministre de la Communication René Emmanuel Sadi. Comment se comporter en plein début de rentrée scolaire, un mois après recrudescence de la pandémie à coronavirus. Est-ce que c'est un péril qui plane sur la rentrée scolaire et académique sur l'ensemble du triangle national? On en reparlera avec nos invités qui sont sur ce plateau. Je commence tout d'abord par présenter le panel. Et à ma gauche, Patrick Refouet, représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Politiquement Incorrect. C'est un plaisir de vous recevoir encore ce dimanche. Bonjour Priscille, bonjour à Maître Lodjo. Je commencerai par avoir une pensée pour Abel Elimbi Lobé qui a été agressé aujourd'hui. Je souhaite que les enquêtes qui seront menées permettent de rattraper ceux qui ont commis ce délit. Et vous me rattrapez juste puisque je parler à Abel Elimbi Lobé, ce consultant de Politiquement Incorrect et de l'émission Tout au clair présentée par Frédéric Moutomé qui s'est fait agresser ce matin devant sa porte alors qu'il se rendait dans une agence de voyage pour prendre la route de Yaoundé. On parle justement d'un coup de poignard reçu au ventre, une balle dans le genou, et on a quelques images déjà d'Abel Elimbi Lobé qui se retrouve du côté de l'hôpital militaire de Douala. Toutes nos pensées pour cet homme-là politique. Et nous présentons donc le deuxième invité de cette émission, Maître Lodjo, représentant du Social Democratic Front, SDF. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Politiquement Incorrect. Bonjour Priscille, bonjour mon docteur Rifoué, bonjour à tous les fidèles inconditionnels de ce programme qui nous regardent actuellement. Salutations militantes à tous mes camarades SDF qui nous regardent maintenant, qu'il me soit également permis d'adresser un bonjour particulier au maire SDF de la mairie de Mombor, monsieur Janvier Koundé. Félicitations pour tout ce que vous abattez, monsieur le maire. Tenez bon, c'est votre localité, c'est votre bercail. Je ne saurais finir cette phase de civilité sans adresser ce message de réconfort et d'encouragement, n'est-ce pas, à M. Abel Elimbi Lobé, qui, comme vous l'avez dit, a été victime d'une agression. Nous formulons le vœu que les autorités chargées de la sécurité de la ville de Douala puissent tout mettre en œuvre pour qu'évidemment l'homme puisse dévisager, je veux dire mettre le visage à nu, n'est-ce pas, des auteurs et bien sûr des commanditaires, tous ceux qui auraient participé à cet acte odieux et qui n'honorent pas le Cameroun que nous voulons construire. Voilà, merci à vous pour cette introduction. On va tout de suite prendre la première articulation de cette émission qui consiste à revenir sur les grandes unes, dans tous les cas les journaux qui ont marqué la rédaction centrale des LTM Télévision. Et nous commençons ce matin par vous, docteur Patrick Refouet, et c'est le journal Cameroun Tribune. Cameroun Tribune qui a décidé de revenir sur la session parlementaire de novembre et titre donc cette semaine c'est la rentrée, c'est la grande une, et le journal fait savoir que des députés et sénateurs ont retrouvé donc les hémicycles ce jeudi au palais des congrès de Yaoundé. Les travaux essentiellement consacrés à l'examen et au vote de la loi des finances 2021 vont se tenir dans un contexte de crise sanitaire persistante. Information que propose le journal. Et justement, comment voter une loi des finances pour le compte de l'année 2021 alors qu'on parle encore d'une relance économique post-Covid-19? Non, mais écoutez, lorsque nous sommes justement en situation de récession, l'une des armes dont dispose le gouvernement pour y faire face, c'est la politique budgétaire. Et sous ce prisme-là, effectivement, la session parlementaire qui s'est ouverte il y a quelques jours est une session importante parce que les orientations budgétaires qui vont être arrêtées à cette occasion-là vont permettre au Cameroun de faire face aux crises que nous connaissons et éventuellement de relancer l'économie qui a été affectée de manière significative au courant de l'année 2020. Je crois que nous avons commencé cette année avec beaucoup d'optimisme. Tout le monde parlait du 20 sur 20, mais on se rend compte que en fait en 2020,
il faut surtout tenter de survivre. Donc il faut que l'État apporte un certain nombre de réponses aux difficultés auxquelles les entreprises font face pour que celles-ci puissent se tenir, parce que il y a de nombreuses entreprises camerounaises qui sont en difficulté et malheureusement la situation n'est pas en train de s'arranger parce que dans les pays occidentaux la pandémie est en train de repartir de manière sérieuse. Au Cameroun aussi la pandémie repart moins vite que dans les pays occidentaux, donc ça va avoir moins vite avant de prendre effectivement. Donc le fait que la pandémie reparte notamment dans la zone euro de manière assez fulgurante, ça va nécessairement avoir une incidence sur les échanges économiques parce que l'UE, comme ensemble, c'est quand même le premier débouché des produits camerounais à travers le monde. Donc ça signifie qu'il y a un certain nombre de commandes qui ne seront certainement pas honorées. Ça signifie qu'il y a un certain nombre de produits que nos entreprises comptaient acquérir de ce côté-là et que ces contrats-là ne seront probablement pas honorés. Donc il y a un certain nombre de réponses qu'il faut apporter pour que les entreprises tiennent et qu'elles puissent repartir lorsque il y aura un reflux au niveau sanitaire. Oui, le sujet aussi qui a marqué cette session ordinaire à l'Assemblée nationale, le Palais de Congrès, c'était bien sûr le mot du PAN, le président de l'Assemblée nationale qui est revenu sur les violences que subissent les populations des régions du nord-ouest et sud-est Cameroun. Il a parlé justement de tout mettre en œuvre pour rétablir la paix dans ces régions-là. Une sortie qui est analysée, certains estiment que c'est presque une moquerie parce qu'il y a quelques mois de cela, des députés SDF avaient demandé que ce sujet soit débattu à l'Assemblée nationale, qui avait été refuté, repoussé du revers de la main par la majorité du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Comment comprendre ce rétropédalage? Est-ce que c'est la situation qui s'y prête? On est obligé de réagir? Il n'y a pas de rétropédalage. Le PAN, dans son discours inaugural, s'inscrit souvent dans le contexte et il n'échappe à personne que le contexte actuel a été marqué par l'assassinat horrible qui a été commis à Kumba sur des enfants qui ont été lâchement assassinés par des hommes armés. Et je tiens à rappeler ici que les auteurs de cette barbarie promettent sur les réseaux sociaux d'attaquer Yaoundé, d'attaquer Douala et même des villes francophones. Donc, eu égard à ces récents développements, le PAN ne pouvait pas s'empêcher, dans son discours introductif, de rappeler qu'effectivement, tout doit être fait pour que les populations de ces zones-là soient davantage sécurisées. Ce qui est un impératif, ce qui est une obligation régalienne de l'État. Je suppose que la mission interministérielle qui a été conduite là-bas, ainsi que la mission qui a été conduite par le ministre de la Défense, vont conduire à ce que des mesures soient prises pour sécuriser davantage ces zones. Nous, au RDPC, nous avons été très clairs, nous avons condamné sans réserve ces assassinats et nous avons demandé au gouvernement de prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités, c'est renforcer le dispositif sécuritaire dans ces zones là, afin que les opérations comme Bamenda Clean soient étendues à d'autres villes, parce qu'il ne s'agit pas simplement de sécuriser Bamenda, il faut aussi sécuriser Kumbo, il faut sécuriser Kumba, ainsi de suite, et que les opérations ciblées visant à neutraliser les rebelles sécessionnistes qui soient identifiés, que ces opérations puissent se poursuivre également. Et enfin, nous demandons aux populations de collaborer davantage et toujours un peu plus avec les forces de défense et de sécurité. Moi, je rappelle à tout le monde, ceux qui sont allés commettre ces assassinats dans cette école à Fiango, ils ne sont pas tombés du ciel. Hein. Ils sont sortis de chez eux, ils ont circulé dans la ville, des gens les ont vus. Mais ces gens-là, est-ce qu'ils ont prévenu les forces de défense et de sécurité pour que celles-ci puissent faire leur travail? Donc, on ne va pas rejeter la faute sur les populations. Personne ne rejette la faute sur les populations. Il y a des raisons qui expliquent ce comportement-là. Mais ce que nous disons, c'est les populations doivent collaborer. Parce que si vous protégez ces gens-là, ils finiront par s'en prendre à vous. Ils s'en sont pour le fils du voisin, mais ne pensez pas que vous êtes à l'abri. Peut-être que vous les protégez parce que c'est le fils de la voisine, parce que c'est peut-être votre fils. Mais ce sont des actions, au lieu de dire une sorte de psychose, de peur des populations qui pérennise justement cet état d'insécurité dans la région du Nord-Ouest. Cette peur-là les protège. Parce que si vous ne les dénoncez pas, ils sont tranquilles, ils peuvent continuer à sortir et commettre leurs forfaits. Donc, tant que vous ne les dénoncez pas, ils sont protégés de fait. C'est ça la situation. Et ce que nous disons, c'est que les populations doivent cesser
de protéger ces gens qui sont des bandits de grand chemin, qui sont des terroristes sécessionnistes. D'accord. Alors, avec vous, Maître Le Dion, on va prendre justement dans le cadre de cette crise sociopolitique au sein du nord et du sud-ouest Cameroun, on parle justement de ces militaires dans le quotidien Le Jour, en toute petite une, qui revient sur ces militaires blessés qui réclament les primes, et le ministre de la Défense qui est en tournée justement, qui est à la Kumba, qui a rendu visite aux militaires des régions du sud-ouest, a parlé justement, a déclaré qu'il prendrait les mesures et qu'il a pris en compte les réclamations qui ont signalé donc les militaires pour essayer de clarifier cette situation. Et certains observateurs politiques ont repris cette information demandant comment des militaires peuvent réclamer des primes en pleine guerre et en pleine crise. Dans tous les cas, on a quand même l'assurance du MINDEF, le ministre de la Défense. Joseph Betty Assomo. Ben voilà, c'est la même question que tout être vraiment normal et surtout tout homme politique devrait se poser. On ne comprend pas comment est-ce que des vaillants soldats, des Camerounais qui ont accepté de protéger les hommes et leurs biens, qui ont accepté de protéger la mère patrie, peuvent être traités de la sorte. Nous comprenons véritablement plus ce régime. On ne comprend pas. Des gens qui acceptent de protéger le territoire, les gens qui acceptent de combattre le terrorisme sous toutes ses formes, les gens qui acceptent que vous ayez le sommeil, les primes sont détournées. Et je pense tout simplement que la descente, la visite du ministre délégué à la Défense n'est que ce que l'on pourrait dire, c'est-à-dire il est allé en sapeur-pompier. En ces moments, si nous ne pensons pas qu'il soit idoine, approprié pour le régime du RDPC de faire monter la grogne au sein des militaires. C'est très dangereux. Non pas seulement pour eux qui veulent perpétuer leur règne, mais surtout pour nous, la population. Car voyez-vous, les primes, c'est ce qui motive davantage. C'est le carburant supplémentaire du moral des troupes. À quelle chaîne, à quel niveau de la chaîne est-ce que ces primes sont détournées si c'est le cas? À quel niveau de la chaîne ces primes n'ont pas été traitées comme cela devrait l'être si ce n'est pas un détournement? Donc, ce que j'attendais du ministre délégué à la Défense, c'est de dire effectivement, l'argent a été débloqué, certes, mais c'est en cours de traitement, parce qu'ils sont très forts pour les traitements, ou alors qu'ils disent tout simplement, ben voilà, ceux qui en sont responsables seront sanctionnés. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on va procéder aux clarifications. n'est pas un tout petit peu en train de montrer qu'il y a l'argent qui a été débloqué, mais on va essayer de trouver un peu, faire une sorte de traçabilité pour savoir pourquoi est-ce que les primes des militaires ne sont pas encore payées. C'est aussi de se rassurer effectivement s'ils n'ont pas reçu les primes, et si c'est le cas, pourquoi est-ce que ça n'a pas encore été fait? Non, je dis le ministre de la Défense n'a pas été clair avec ces hommes en tenue, là, c'est ce que je dis. Le fait de dire il faut savoir condamner tout acte, parce que c'est pas la, est-ce que c'est la première fois? C'est pas la première fois. Tous ceux qui sont envoyés au sein des forces multinationales, que ce soit en Centrafrique, que ce soit dans d'autres pays de la sous-région, ont toujours ce problème de primes. Et nous disons que le ministre délégué doit frapper la main sur la table. Voilà mon problème. Il doit frapper la main sur la table. C'est vrai qu'il est en face des autorités militaires qui ne lui sont pas toujours dans certains cas de figure hiérarchiquement subordonnés. Parce que quelqu'un de vous dira que vous n'êtes pas mon supérieur hiérarchique, mais nous pensons qu'en tant que ministre délégué à la présidence chargée de la défense, il devrait éviter que l'on arrive à ce genre de situation. L'argent a été débloqué, il faut répondre à la question. À quel niveau
si cet argent a été débloqué, à quel niveau ça coince? Est-ce un détournement ou alors un laxisme d'une autorité de la chaîne? Voilà tout ce que nous voulons savoir. Et le ministre ne doit pas me dire, parce qu'il a quand même tout le réseau de renseignement militaire à sa disposition. Il ne doit pas nous dire qu'il ne connaît pas ce qui se passe. Parce qu'en réalité, même cette colère-là, même, on ne va pas parler de soulèvement, parlons de colère, même cette colère exprimée, oui, même ces réclamations-là, je puis vous dire qu'il était au courant de ce que quelque chose pourrait se passer dans ce sens. Le CEMIL est à sa disposition. Donc, il a le renseignement militaire à sa disposition. Moi, je pense, et je pense sincèrement que le ministre, il a de l'épaisseur, délégué à la présidence chargée de la défense, bien sûr, il a de l'épaisseur, mais il doit avoir plus d'hardiesse pour protéger d'abord les troupes. Ce sont ces troupes qui nous font dormir pour le moment. S'ils sont mal lotis, mal nourris, mal rémunérés et pas motivés en termes de primes, alors assurez-vous, on peut dire bonjour à une éventuelle catastrophe que nous ne souhaitons pas. On espère aussi que ça ne sera pas le cas. Rapidement, on va prendre le troisième invité, le représentant du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Emmanuel Kounié. J'espère que j'ai bien prononcé, parce que j'ai un tout petit peu de problème avec la prononciation entre Kounié et Kounié. Kounié, voilà, justement. Alors, avec vous, on va prendre le quotidien Émergence qui parle des taxes d'abattage, et le Cameroun qui perd 10 milliards de francs CFA en 2 ans. On sait que vous avez des facilités avec l'économie. On parle justement d'une perte de près de 10 milliards. Certains parlaient de la Covid-19, mais là, le journal éclairci revient sur 2 ans. Le Cameroun qui perd près de 10 milliards de francs CFA. Oui, le Cameroun, d'abord bonsoir. Bonjour. Bonjour à tous mes companélistes, bonjour à vous-même. Bonjour à tous ceux qui nous regardent, et j'espère que nous allons pouvoir, n'est-ce pas, être à la hauteur des attentes de tous ceux qui nous regardent. Bon, je disais donc, oui, quand on parle des pertes, n'est-ce pas, pour ce qui est de la taxe d'abattage, il est établi que ce sont des détournements. Hein, c'est pas que les gens ne payent pas. Il y a toujours, vous savez, le système est très bien organisé. La taxe d'abattage, je crois que c'est même une taxe municipale. C'est même une taxe municipale. Et si c'est une taxe municipale, ça veut dire que les gens sont prédisposés à être autour des lieux dont tu vas percevoir cette taxe-là, et puis ils devraient le percevoir normalement. Donc, s'il y a des tournements de ce côté-là, bon, c'est le sport favori de ceux qui nous gouvernent. Et puis, je voudrais vous dire que, oui, on parle de taxe d'abattage, mais il faut noter que ce qui est même plus visible, parce que la taxe d'abattage, c'est une taxe qui est un peu loin du regard de la population. Mais quand vous regardez, par exemple, les droits de timbre automobiles, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les vignettes, hein, depuis qu'on a donné cela aux assurances, aujourd'hui, l'État est en train de perdre près de 6 milliards. 6 milliards par an. Pourquoi il faut en parler, parce que les assureurs ne reversent pas les fonds qu'ils perçoivent. Donc, il y a un désordre généralisé. Hein. Il ne faut pas qu'on fasse croire que c'est un secteur qui est pourri. Non, c'est la pourriture est en train de gangréner toute la République. Donc, les détournements des taxes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, à qui devons nous adresser? Vous avez vu dernièrement, avec les téléphones, on nous a dit que tout ce qui a été dit là, c'est parce que, justement, les douaniers n'arrivaient pas à percevoir la taxe de douane sur les téléphones portables. Et pourtant, ils sont là, ils voient les téléphones entrer, ils s'arrangent avec les commerçants pour que ces taxes n'entrent pas dans les caisses de l'État. Donc, c'est une situation généralisée. Il faudrait qu'on comprenne qu'il est question d'assainir ces milieux-là. Il faut les assainir, parce que il est démontré que certaines administrations sont dans les top 3 des administrations les plus corrompues. Tout le monde le sait, mais on ne fait rien pour cela. Même la douane, dont je parlais tout à l'heure, est dans les top 3 des administrations les plus corrompues. Mais rien n'est fait, n'est-ce pas, pour assainir. On préfère plutôt demander aux consommateurs du téléphone de payer. Pour la taxe d'abattage, moi, ça ne me surprend pas. Pour ce qui est, n'est-ce pas, de maniement des deniers publics, nous sommes dans un cul-de-sac. Il y a des réformes à faire, il faut assainir. Mais comme il n'y a personne pour le faire, comme on a une administration qui pense que dont la corruption est consubstantielle à son fonctionnement, fatalement, nous allons pouvoir passer le temps à parler comme ça, mais je peux vous garantir que ça ne changera rien, les gens vont continuer à le faire, puisqu'il n'y a personne pour pouvoir, n'est-ce pas, sévir de manière normale. Même quand vous donnez des instructions, si vous ne suivez pas, si vous ne sanctionnez pas, ça peut marcher dans tous les services, dans toutes les administrations, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais chez nous, on est dans un cul-de-sac.
on ne sait plus quelle direction on prend. Même les gens qui nous gouvernent n'ont plus de programme économique à nous proposer. Le DSE a échoué, ils sont en perte de comment je peux dire, ils n'ont plus les cartes ni boussole. Ils sont comme un avion en l'air qui n'a plus de direction. Voilà, donc c'est de cela qu'il s'agit. Nous avons perdu toutes les directions. Et puis ces gens-là doivent libérer le plancher. On demande au DPC de comprendre qu'ils sont à bout de souffle, il faut qu'ils partent, mais on ne comprend pas pourquoi ils persistent à y être, parce qu'ils ne peuvent plus rien, mais alors rien apporter aux Camerounais. Alors, je commence le premier sujet par vous, Maître Lodiot. Emmanuel Kouni a parlé de corruption. C'est un mot qui a circulé dans l'avocature camerounaise avec cette ronde des avocats qu'on a vu en début de semaine au palais de justice de première instance, le palais de première instance à Bounandior. On parle d'un cas de corruption entre un magistrat et les avocats. 3 millions auraient circulé. Les avocats, selon certaines sources, confirment qu'ils ont remis l'argent au procureur. Le procureur dément et nie avoir perçu de l'argent. Une condamnation de 18 ans par erreur du greffier, 18 mois, refus de comparaître libre, gronde des avocats, des gaz lacrymogènes lancés, des avocats gazés en pleine salle d'audience. Est-ce que vous pouvez nous faire le récit des faits, ce qui s'est réellement passé au tribunal de premier instant de Bounandior en début de semaine? Ben voilà, de façon ramassée, il faut tout simplement dire que les princes du palais que nous sommes avons été cette semaine l'objet de cibles et des tirs et balles, je ne sais pas comment je vais qualifier ça, de la part de la Gestapo du RDPC. Alors, 2 confrères sont poursuivis pour avoir, dit-on, perçu une somme d'argent destiné à un juge. Dans tous les cas, les 3 chefs d'accusation que je retiens, ce n'est pas les faits. Je ne veux pas entrer dans les faits. Pourquoi? Parce que de façon professionnelle, ce n'est pas permis. Et en plus, l'affaire est pendante. Nous ne pouvons interroger que le pourquoi des violences sur les avocats. On ne peut pas entrer dans les faits de peur de les préjudicier. Et de 2, un juge ayant été saisi doit se prononcer sur le fond. Donc, permettez que je n'entre pas dans le fond, c'est-à-dire des faits. Je préfère rester d'abord sur les chefs d'accusation qui sont à la portée de tout le monde, parce que quand on affiche le rôle, on vous dit ce dont on vous reproche. Alors, on parle d'outrage à magistrat, on parle de tentative de corruption et escroquerie. Alors, les 3 chefs d'infraction sont punis comme un délit. Le délit étant une infraction qui ressort de la compétence du tribunal de première instance. C'est justement pourquoi le tribunal de première instance de Douala-Bounandior en a été saisi. Il y a 3 types d'infractions. Il y a les crimes, les délits et les contraventions. Donc, on est au niveau des délits. Tribunal de premier instant pour ce qui est de la compétence matérielle. Alors, nous disons, sur le plan de la forme, nous ne voulons pas savoir si les confrères qui sont poursuivis sont coupables ou pas. Ce n'est pas notre problème là-bas. Ils doivent répondre de leurs actes. Les avocats ne sont pas au-dessus de la loi, les magistrats ne sont pas au-dessus de la loi, les policiers gendarmes ne sont pas au-dessus de la loi. Bref, nul n'est au-dessus de la loi. Il faut respecter la loi. L'avocat, je veux dire, les avocats ne veulent pas savoir si leurs confrères sont coupables ou pas. Déjà qu'à la première audience, il faut le préciser, ils ont plaidé non coupables. Alors, la loi dit, et notamment le code de procédure pénale, de 2005, voté justement par l'Assemblée nationale à forte coloration RDPC, dit que si vous êtes poursuivi pour une infraction qualifiée de délit, vous ne pouvez pas faire l'objet d'une détention provisoire. Vous ne pouvez pas mettre dans une maison d'arrêt. C'est ce que la loi dit. Elle ne donne pas la possibilité au juge, c'est une application automatique, ne peut faire l'objet d'une mesure de détention. Voilà ce que l'article 218.1.2 dit. Vous ne pouvez pas. On se rend donc compte que l'officier de police judiciaire, c'est-à-dire la PJ, aurait dû ne pas connaître la disposition et a déféré
les confrères chez le procureur de la République près au tribunal de première instance, le Douala Bonanjo. Effectivement, le procureur aussi dans le traitement du dossier aurait faim de connaître cette disposition et les a placés en détention. Mais comment un procureur peut oublier une disposition telle que je leur accorde le bénéfice du doute. Mais Maître Lodieu, vous semblez être vague sur la question et vous ne donnez pas réellement les faits. Est-ce que la détention provisoire ne peut pas être la suite de ce qui a été marqué justement sur le mandat qui parle de 18 ans d'emprisonnement? On a parlé d'une erreur, vous l'en dites 18 mois. Est-ce que ce n'est pas le cas qui a poussé à une détention provisoire au sein de la... C'est vous qui faites la confusion. Il y a un premier dossier. Les confrères sont poursuivis pour un dossier dans lequel ils étaient constitués. Et ce dossier, donc, on a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec beaucoup d'amendes, de millions d'amendes. Je ne sais pas si on se comprend. Les avocats poursuivis étaient constitués dans une autre affaire. Est-ce qu'on se comprend? Et l'issue de cette affaire, c'est que leur client a été condamné à 18 mois d'emprisonnement ferme avec les amendes. Le client, c'est-à-dire celui qui a été condamné, s'étonne pour dire, mais pourtant j'ai remis l'argent à mes avocats d'aller remettre à telle personne. Au procureur? Non, au juge. Au juge. Le juge dit donc non. Et maintenant, lui étant en Nouvelle, envoie ses frères d'aller demander ça au juge ce qui s'est passé. Le juge dit, mais c'est qu'elle a fait ça. Et le juge saisit sa hiérarchie, une enquête est ouverte, et les confrères sont interpellés. Je dis donc que nous ne voulons pas savoir s'ils sont coupables ou pas. Parce que c'est les faits. Vous entrez dans les faits. Nous ne pouvons pas entrer dans les faits. Et si quelqu'un vient sur votre plateau entrer dans les faits, retenez-le. Il ne peut pas entrer dans les faits. C'est-à-dire, dites si tel ou tel est coupable. Non, si tu as pris ou tu n'as pas pris, non. Maintenant, vous allez répondre de vos actes devant le juge. C'est ce que le barreau dit. Vous allez répondre devant vos actes devant le juge. Mais en libre. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la loi qui le dit. Et nous disons encore que ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous. Si l'avocat est dans l'incapacité totale de pouvoir faire appliquer la loi pour lui, est-ce que c'est pour M. Rifoué qu'il sera capable de le faire? En juillet 1942, il y a un juif communiste résistant, Valentin Follman, qui a été condamné à mort. Et lors de son exécution, il a jeté ces mots qui sont restés célèbres au peloton d'exécution, je le cite, « Imbécile, c'est pour vous que je meurs ». Fin de citation. Alors, à ces magistrats qui donnent les ordres pour qu'on vienne gazer les avocats dans leur sanctuaire, à ces commandos de la police judiciaire, de la deuxième région de gendarmerie, de la légion de gendarmerie, alors je dis tout simplement, imbécile, c'est pour vous que l'avocat se bat. Ce n'est pas pour lui. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ils doivent répondre de leurs actes. Ils sont pas au-dessus de la loi. Mais permettez que l'on observe cette loi-là. Je vais prendre un exemple simple pour laisser la parole à M. Rifoué qui meurt d'envie d'en parler. Imaginez un temps soit peu que M. Rifoué est poursuivi, il reçoit une convocation. Il me constitue pour l'assister. Puisqu'au commissariat ou la gendarmerie, c'est l'assistance. Je l'accompagne, je vais l'assister. Arrivé, c'est son bailleur qui le poursuit pour filouterie de loyer. Nous lisons la plainte et nous voyons que la seule pièce jointe à la plainte, c'est le contrat de bail. Moi, en tant qu'avocat, je vais dire à M. Rifoué, dans ta déposition, dis tout simplement que tu ne te reconnais pas dans ça et que l'infraction n'est pas constituée, tout à vous déclarer. Justement, pourquoi? Parce que la loi, l'article 322.1 du Code pénal dit, vous devez, 1, enregistrer le bail. Vous devez, 2, de sommation, ça ne tient pas. Et que bon, monsieur Rifoué, là, demain, avec j'étais dehors, parce que je veux... Alors, Patrick Rifoué, en général, se porte mal, qui qualifie les faits pour de l'argent. Écoutez, notre système judiciaire, dont on a souvent fait le procès,
Et je me souviens que quand on fait habituellement le procès du système judiciaire camerounais, l'accusation est portée par les avocats, qui ne manquent pas de nous rappeler que les juges sont pourris. Mais cette affaire révèle une chose très simple, c'est que s'il y a de la corruption dans le système judiciaire, les avocats font partie du système corrompu. C'est de ça qu'il s'agit. Avant d'arriver à ce qui a conduit à ce qu'on balance les gaz dans le palais de justice. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez des avocats, et je crois que tous ne se comportent pas comme ça, mais vous avez des avocats qui sont des rabatteurs. Parce que c'est ce que ça signifie, c'est-à-dire que vous avez une situation et un avocat va vous dire « Donnez-moi de l'argent, moi je vais aller négocier avec le juge ». Mais moi, je ne suis pas juriste, je n'ai pas fait des études de droit, mais je ne sache pas que c'est ainsi qu'on emporte la conviction d'un juge, en fonction de l'épaisseur de son porte-monnaie. Bon, ça, c'est ce qu'on découvre au détour de cette affaire. Désormais, c'est à l'épaisseur du porte-monnaie qu'on emporte la conviction, et que dans cette situation nouvelle-là, les avocats et les juges sont souvent des associés qui s'entendent sur le dos de qui? Sur le dos du justiciable camerounais, c'est-à-dire sur votre dos, sur le mien. Et moi, je dis que ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. J'aimerais rappeler une chose très simple ici. L'article 5 de la loi 90/059 du 9 novembre 1990 portant organisation de la profession d'avocat comporte 9 conditionnalités pour exercer cette profession. Et on dit que vous devez remplir ces conditions-là. La condition numéro 4, c'est être de bonne moralité. Bon, est-ce que ces deux avocats-là, on peut continuer à dire qu'ils sont de bonne moralité? Mais Maître Lodjo a dit qu'ils sont... Là n'est pas le sujet. Maître Lodjo a oublié de vous rappeler que c'est une procédure de flagrance. Et j'aimerais qu'il explique aux téléspectateurs ce que c'est que la flagrance. Il n'a pas la parole, c'est vous qui l'avez dit. Oui. Bon, je suppose que quand il reprendra la parole, il prendra le soin d'expliquer à tout le monde ce que c'est que la flagrance. Parce que quand on vous prend en flagrant délit, bon, la présomption d'innocence c'est un principe. Mais quand on vous prend en flagrant délit, ça signifie que les éléments sont suffisamment accablants pour que la condamnation soit quasi certaine. Ce qui n'enlève rien au principe de présomption d'innocence. Hein. Vous êtes présumé innocent jusqu'à ce qu'on vous... Oui, vous êtes présumé innocent jusqu'à ce qu'on vous condamne. Sauf que si on vous trouve avec un couteau et que je viens d'être et que je suis en train d'être égorgé, ben on ne va pas se demander qui a tué. Vous êtes présumé être l'auteur de cet acte-là. Maintenant, il appartiendra au juge de vous condamner. En attendant, on dit que vous êtes présumé innocent. Mais ça ne signifie pas que vous n'avez pas commis l'acte. Dans le cas de ces deux avocats qui ont été arrêtés, incarcérés à la prison centrale de New Bell, nous étions sur le lieu, la télévision du Monde. Il y a certains avocats qui parlaient justement de cet état de choses, qui est la corruption, où des magistrats sont corrompus. Ils faisaient savoir justement que si des magistrats sont corrompus, c'est parce qu'ils demandent de l'argent. Et les avocats, aujourd'hui, la décision de justice est influencée. Est-ce que c'est seulement les avocats qu'on peut accabler comme dans le cas d'un voleur et d'un receleur? Je n'accable pas les avocats. Ce que je dis, c'est qu'habituellement, quand on fait le procès de notre système judiciaire, on accuse une seule partie, on accuse les juges. Aujourd'hui, on découvre que les accusateurs d'hier ne sont pas aussi blancs qu'ils nous l'ont fait croire. Ce ne sont pas des colombes, les avocats. Certains collègues de Maître Lodjo ne sont pas des honnêtes avocats qui font preuve de probité morale. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, effectivement, il faut ramener de la sérénité dans le système judiciaire. Et je dis une chose, je dis une autre chose. Quand bien même les juges ont décidé de maintenir en détention ces deux avocats en dépit des dispositions réglementaires, est-ce que les avocats ont le droit de s'opposer à l'exécution d'une décision de justice, même si elle viole la loi? Ont-ils ce droit-là? Il y a des voies de recours. Tout à fait. Il y a des voies de recours. Pourquoi n'ont-ils pas usé de ces voies de recours au lieu d'user de leur force et de leur nombre pour contraindre les juges à relaxer ces deux confrères? Cela n'est pas admissible. Ça, il faut le condamner avec la dernière énergie. Ce ne sont pas les avocats qui doivent nous renvoyer dans un état de non-droit. Parce que leur comportement, c'est le comportement typique du Ben Skinner. Hein?
Parce que quand vous avez affaire à un Benskiner, ils arrivent à 50 et puis, par l'usage de la force, ils vous contraignent. Et là, ce à quoi on a assisté au palais de justice, c'est un comportement similaire au comportement des Benskiner. Sauf que là, on avait affaire à des avocats. Des gens dont le métier emporte une certaine honorabilité. Je ne m'attends pas à ce que les avocats se comportent comme des Benskiner. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire les Benskiner, quand ils sortent de chez eux, ils oublient leur cervelle à la maison. Mais un avocat au palais de justice, il a sa cervelle sur lui. Hein. Or, le comportement qu'ils ont eu nous laisse croire que ce n'était pas le cas. Et je veux rappeler une dernière chose. Je ne veux pas être très long. Je veux rappeler une dernière chose. Ces mêmes avocats, on se souvient qu'il y a quelques mois, ils sont allés en robe poser dans le domicile d'un homme politique assez connu. Mais lequel il faut citer, il y a des gens qui n'ont pas la non, ce n'est pas nécessaire de citer. Si non, ce n'est pas nécessaire. Ce qui est important ici, c'est de relever que ce comportement n'est pas un comportement déontologiquement acceptable. Et donc, on est dans cette logique-là, où vous avez quelques avocats qui pensent qu'on peut bafouer impunément les règles. Je dis que cela n'est pas acceptable. Il faut que les avocats balaient devant leur cou, et je salue sous toutes ces réserves, le récent communiqué de l'Ordre des avocats qui a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de ces deux avocats indélicats. Et je souhaite qu'ils soient sanctionnés, n'en déplaise à Maître Lodjo. Moi, je souhaite qu'ils soient sanctionnés de manière exemplaire. Ils n'ont rien à faire dans l'avocature et il faut le dire ici. On parlera justement de cette décision de l'Ordre des avocats qui a omis dans un communiqué. Alors, je prends votre réaction, Emmanuel Kounié, sur la question. Voilà, aujourd'hui, le département de la justice miné par la corruption. On parle des rapports de la CONA de Transparency International qui met la justice camerounaise, qui remet plusieurs trophées de corruption à la justice camerounaise, mais devant le mutisme de la chancellerie. Comment comprendre? Oui, disons que la CONAC, ce n'est pas aujourd'hui. Hein, la CONAC a, à plusieurs reprises, dans ses rapports, indexé la justice, indexé la douane. C'est le top 3 dont je vous disais tout à l'heure. C'est les administrations les plus corrompues. Et on constate tout simplement que l'autorité judiciaire n'a rien fait pour pouvoir, n'est-ce pas, essayer d'assainir le milieu. On a laissé le milieu tel qu'il est. Donc, moi, je ne suis pas surpris. Hein, je ne suis pas surpris que ce genre de choses arrivent. Mais il faut noter quand même que les magistrats, si l'avocat dit qu'elle a donné l'argent, ou qu'ils ont donné l'argent, n'est-ce pas, à un magistrat, et que le magistrat estime qu'il n'a pas reçu cet argent, ça veut tout simplement dire que c'est une pratique. C'est une pratique. Et puis, dès lors que l'administration judiciaire se comporte comme celle-là, enfin pas l'administration judiciaire, dès lors que la justice est rendue de cette manière, ça veut dire que si Maître Lejoux est mon avocat, que M. Rifou est l'avocat de quelqu'un d'autre, à partir du moment où un des avocats va apporter l'argent au juge, l'autre avocat ne peut pas gagner le procès. Tout ce qui lui reste, c'est de faire autant. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que la justice qui est rendue chez nous, n'est rendue que par rapport, n'est-ce pas, au volume de l'enveloppe qu'on dépose. Et en ce moment, on ne peut plus dire qu'il y a une justice au Cameroun. Et cela est dû à quoi? Moi, tout cela, vous ne pouvez pas assainir ce milieu. Vous ne pouvez pas assainir ce milieu avec le système judiciaire qui est le nôtre. Parce qu'un système judiciaire, vous allez dans des pays anglo-saxons par exemple, on ne devient pas, il n'y a pas d'école de formation des avocats, par exemple au Nigeria. De magistrats, je veux dire. On ne devient pas magistrat parce qu'on a passé un concours, on est entré dans une école, on est sorti et on est magistrat. Parce que vous allez vous retrouver donc avec des jeunes de 24 ans qui sont magistrats et qui ont la charge, n'est-ce pas, de juger, de juger, et qui ont 1000 problèmes. Il faut la voiture, il faut la maison, il faut le mariage, il faut les enfants, etc. Tous ces problèmes sont devant lui et en ce moment, il est exposé à la corruption. Ailleurs, les magistrats se recrutent parmi les avocats et les avocats chevronnés, les avocats qui ont n'est-ce pas, fait leurs preuves, qui ont des états de service qui sont convaincants. Et parmi eux, on fait des tests et puis on choisit des magistrats. Ça, c'est le système de la common law. Et dans ce système-là, vous n'avez pas ce type de magistrats que nous avons. Parce que ce sont des jeunes. Et quand on est jeune, on a envie de faire sa vie, on a beaucoup de contraintes, on a beaucoup de tentations. Et quand on vous donne une responsabilité de cette nature, le système, lui, il risque, encore qu'on est dans un système naturellement corrompu, alors vous ne pouvez pas attendre que la justice soit assainie dans ce contexte-là. Donc moi, je pense que nous avons trop de problèmes et que le problème, on ne va pas le régler en censurant les magistrats et tout ça. Le problème est systémique. C'est le système qui ne fonctionne pas. Il ne peut pas fonctionner, ce système-là.
tel qu'il ne peut pas fonctionner. Et puis, il y a un autre aspect, c'est que les magistrats sont mal payés. Quand vous regardez le magistrat au Gabon et le magistrat au Cameroun, la différence, c'est plus d'1 million de francs de salaire. Alors, vous ne pouvez pas donner 250 000 francs de salaire à un monsieur qui a la responsabilité de rendre les jugements où il doit des jugements de 200 millions, 300 millions, etc. Et quand on lui apporte 5 millions, 3 millions, il a des besoins, comment dirais-je, des besoins naturels, les besoins de famille, etc. Et puis les jeunes. Alors vous exposez ces gens-là face à un certain nombre de contraintes. On dit qu'ils doivent être de bonne moralité, comme il a dit. Mais bonne moralité, comment ? Comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas mangé, ou quelqu'un qui n'a pas de voiture, quelqu'un qui est même ridiculisé au quartier, quel type de moralité, quel type de bonne moralité voulez-vous qu'il y ait? Il faut déjà que les conditions de base lui permettent, n'est-ce pas, de se mettre dans la posture de la bonne moralité. Donc je dis pour ma part que le système est non fonctionnel. Ce système ne peut pas fonctionner. Et c'est pour ça que aujourd'hui la justice est complètement gangrénée. C'est pour ça que les prisons se remplissent. Les magistrats même qui font ces mandats de dépôt ne connaissent même pas le nombre de personnes qu'ils envoient en prison. C'est pour ça que vous voyez des gens qui vont en prison, qui font 10 ans, on ne les appelle jamais, parce que le magistrat lui n'a même pas un fichier pour savoir qui il a envoyé ou on ne les appelle pas. On a vu un monsieur qui est sorti de la prison de Konengi, après avoir fait 10 ans là-bas sans être appelé. C'est un journaliste qui est arrivé là-bas et qui l'a retrouvé et qui est venu faire un tintamarre partout. Et puis on a dit, ah, ce monsieur est encore là 10 ans après. Donc c'est parce que justement, rien n'est suivi. Pouvez-vous imaginer qu'on ait une prison où les gens sont à l'intérieur, où il n'y a pas un fichier? Et pour répondre à M. Rifoué, les avocats sont allés dans un domicile privé avec leur toge. Mais ils sont allés chez un avocat. Mais si vous répondez à M. Rifoué, dites-nous de qui il s'agit. Ils sont allés chez un avocat. Je voudrais qu'ils disent qu'ils sont allés chez un avocat et non chez un homme politique. Parce qu'il faut dire tout. Il faut tout qui dire. Était l'avocat, M. Emmanuel? Lui, c'est lui qui l'a dit, c'est lui qui sait. Mais il faudrait qu'ils vous disent que ce n'était pas chez un homme politique tout court, c'était chez un avocat. Est-ce que les avocats peuvent aller chez un autre avocat avec leur toge? Ça, c'est la question. Mais dans tous les cas, ils étaient entre eux. Ils étaient entre eux et je ne pense pas qu'on peut les condamner d'avoir pris leurs photos à cet endroit-là. Donc, ce que je dis, c'est que cette justice, pour moi, je ne suis pas surpris de constater que ça donne ce résultat. D'ailleurs, ça m'étonne que ce n'est que maintenant que les gens s'en rendent compte. Alors, Maître Ledieu, Patrick Rifoué a mis en évidence plusieurs problèmes. Il a traité des avocats, certains avocats qui voudraient se constituer comme des hommes qui sont au-dessus de la loi. Pourquoi on va décider de s'opposer à une décision de justice, bloquer par exemple l'entrée du palais, puisque nous étions sur les lieux? Certains avocats ont décidé de bloquer l'entrée du palais pour que leurs confrères ne partent pas. La police a décidé de réagir, ils ont été gazés, gaz lacrymogène ont été lancés. Plusieurs avocats sont rendus à l'hôpital militaire pour le citer de Douala à Bonanjo. Comment comprendre que des avocats qui sont censés montrer l'exemple s'opposent à une décision de justice alors qu'il y a des voies de recours, comme l'a dit Maître Rifoué? D'ailleurs, l'affaire a été renvoyée au 25 novembre 2020. Pour cette deuxième prise de parole sur le sujet, permettez que je puisse adresser une fois de plus un message de réconfort à mes confrères Hugues Tsemo et Mathieu Ndjoko pour le dernier, qui a le visage tout dépoté, la main toute dépotée parce que la bombe lacrymogène est entrée dans sa touche et a explosé. Donc vous pouvez vous-même juger la brutalité et apprécier la proportionnalité de la réaction de la Gestapo. Je veux parler des cousins de mon ami et frère Dr Rifoué. Il y a des contre-vérités qui ont été dites et permettez que je revienne là-dessus. Je ne comprends pas pourquoi le docteur Rifoué, qui représente le RDPC sur ce plateau, fait une appréciation sélective des communiqués de l'ordre. Tout à l'heure, il s'est félicité du communiqué ou des résolutions du Conseil de l'ordre, mais il a fini par jeter un titre à l'endroit de cet homme politique qu'il n'a pas voulu dénommer, qu'il n'a pas voulu nommer, autant pour moi, et puis en disant que les avocats sont allés là-bas ici. Je vais rappeler à M. Rifoué que c'est une sortie qui avait fait beaucoup couler d'encre et de salive, et à cette occasion et en son temps, le barreau du Cameroun, à travers le Conseil de l'ordre, avait effectivement réagi et avait dit que cela ne constituait aucune faute
J'espère que là aussi, vous aurez dû prendre la graine de ce communiqué, que de venir ici nous sortir ces éléments de communication. Donc vous avez répondu à partir de ma question. Je vous ai posé la question. J'en arrive. Allez-y. Maintenant, il n'y a pas une décision de justice. Il faut qu'on se comprenne. Il n'y a pas une décision de justice. Les avocats ne représentaient aucune menace. Les avocats étaient véritablement courroucés du fait que même devant le juge, le magistrat du siège, celui-là qui devait même d'office faire application de la loi, lui, il veut plutôt politiser la chose en disant, en mettant en délibéré. Rien ne l'empêchait de délibérer sur le siège. Les avocats étaient tout simplement courroucés et ne représentaient aucune menace. Je dis aucune menace parce que là, vous voyez l'après-réaction de la Gestapo. Il faut qu'on se comprenne bien. Quand les avocats sont dans la salle, le juge se fâche et sort. Les avocats sont là, réunis en nombre important, en train de manifester tout simplement leur cause. C'est-à-dire, on parlait entre nous là, on ne comprenait pas comment est-ce qu'un texte clair, limpide, qui ne prête à aucun équivoque, pourrait faire l'objet d'une analyse et interprétation que nous voyons là. Et il aurait été de bon ton que les autorités chargées de la sécurité à Douala laissent faire. Puisque les avocats devaient rester dans la salle là, comme ça là. Je dis la salle d'audience, on est encore dans la salle d'audience. Chacun devait se fatiguer et rentrer. Chacun devait se fatiguer et rentrer. Puisque nous sommes, c'est le seul endroit, je le dis bien, c'est le seul endroit où l'un des rares endroits où vous allez voir l'avocat plus en sécurité. C'est un lieu sacré. C'est là-bas. S'il faut vous condamner à mort, c'est là-bas. S'il faut vous déclarer non coupable, c'est là-bas. S'il faut vous donner des années de prison ferme, c'est là-bas. C'est le seul endroit où l'avocat pense qu'il peut exprimer véritablement sa colère et se faire entendre. Mais la réaction, vous avez vu la réaction? D'abord avec les tirs de sommation à l'extérieur. Comme c'était dans le noir, ce n'est que du feu qu'on voyait. Pensant pouvoir ébranler et c'est toutes ces réactions-là qui courent. Et nous disons, mon cher Rufoué veut aller dans les faits. Je dis sincèrement, ne vous attirez pas les foudres de la justice. Nul n'a le droit d'épiloguer sur les faits d'une affaire encore pendante. C'est ce que je vous dis. Vous êtes libre de faire votre analyse comme vous voulez. Mais je dis encore que étudions ou alors analysons le pourquoi de ces violences. On s'arrête là. N'entrons pas dans les faits. Parce que quand vous dites les avocats sont les corrompus, ça veut tout simplement dire que vous avez déjà jugé ces deux confrères de corrompus. Or, vous êtes sans ignorer qu'ils peuvent être déclarés non coupables. Et quand vous dites même que c'est des corrompus, est-ce que le magistrat vous a dit qu'il a pris l'argent? Le magistrat vous dit que je n'ai pas pris l'argent. La corruption sort d'où? Bref, n'entrons pas dans les faits. Vous comprenez? N'entrons pas dans les faits. Essayons à gérer et à comprendre, je veux dire analyser, à comprendre le pourquoi de cette violence et à voir comment est-ce que demain, ce pareil cas pourrait ne plus arriver. Nous ne nous battons pas pour nous. Nous ne nous battons pas pour les deux confrères là. Nous nous battons pour la corporation et pour le peuple camerounais. Nous nous battons pour M. Rifoué. Moi, Maître Lodjo, je serai désarmé sans argument si jamais j'ai à vous défendre dans ces circonstances. Je dois d'abord, M. Rifoué, avoir la capacité de faire appliquer la loi pour mon propre cas. Sinon, on serait dans une cité, dans une société où les lois s'appliquent à tête chercheuse. Monsieur Rifoué a semblé caricaturer, je dis bien caricaturer, la profession, la corporation d'avocats en disant c'était un comportement de bensiquineurs. Je vous dis merci, monsieur Rifoué. Je n'irai pas plus loin que ça pour vous dire que vous aurez besoin d'eux demain. Ou alors l'un de vôtres aura besoin d'eux demain.
Votre formation politique, 16 jours, je n'ai vu aucun document officiel, aurait, je préfère parler au conditionnel, sommé une chaîne de la place de ne plus recevoir quiconque parlait en son nom. Quelques jours plus tard, ils ont reçu les gens parlant au nom de votre parti. Vous allez leur faire quoi? Je veux dire, vous allez lui faire quoi à cette chaîne? À intenter une procédure. S'il s'entête, intenter une procédure. Qui doit initier la procédure? C'est l'avocat. Qui doit la suivre? C'est l'avocat. Celui sur qui vous applaudissez, celui sur qui vous jetez l'opprobre. Celui monsieur, vous applaudissez aujourd'hui. Le comportement de ce jour, il n'a pas tiré sur l'avocature camerounaise. Il a parlé du comportement de ce jour, des avocats de ce jour-là. Non, non. Quand il dit, peut-être c'est vous qui voulez lui prêter le flanc. Quand il dit les avocats se sont comportés ce jour-là. Ce jour-là. Non. Ce jour-là. Cette qualification, elle est très péjorative et nous ne nous avançons pas. Parce que l'avocat, c'est un mal-aimé. Je puis vous dire que si c'était un magistrat, ça n'aurait pas eu le tollé que nous avons connu là. Je puis vous dire que moi, j'ai des dossiers et les clients sont encore en vie. Le monsieur est encore en vie, il habite la zone d'Orpassi. Mon dossier que je plaide, on met en délibéré le juge qui l'appelle. Laissons le reste tomber. Si on veut déballer, on va vraiment mettre la société mal à l'aise. Les avocats, tout comme les magistrats, sont les enfants d'une même mère. Nous avons le même moule. Sauf que d'autres ont dit, ok, nous voulons être des fonctionnaires, ils sont allés être juges. D'autres ont dit, nous voulons la profession libérale, ils sont allés être avocats. Ça, c'est d'un. De deux, les juges, tout comme, je dis les magistrats, tout comme les avocats, ne sont pas des... Ils ne sont pas antagonistes. Ce sont des partenaires de la justice, de la vérité. Ce qui est arrivé est déplorable. Nous avons pris acte de ce que le barreau du Cameroun par le Conseil de l'ordre demande l'apaisement. Nous avons compris et déjà nous n'avons même pas qualité de commenter les résolutions. Nous pensons tout simplement que cette affaire aura l'épilogue légal que en la matière et puis le reste, nous pensons que M. Rifoué parlait de toiletter, M. Rifoué parlait de conseil de discipline, mais il n'a pas très bien lu les résolutions. C'est bien vrai qu'on parle de conseil de un conseil de discipline, mais faisons procédure disciplinaire. Procédure disciplinaire. Nous passer de un conseil de discipline. Alors, donc, ne pensez pas que c'est le tort que vous ferez à ces enfants-là. Parce que, voyez-vous, s'ils se sont comportés ainsi, attendez que le tribunal dise qu'effectivement ils se sont comportés ici. Pour le moment, vous et moi, on ne peut épiloguer que sur les périphéries de cette affaire. Merci Maître Ledieu, merci d'avoir participé à cette émission. On précise que vous avez dû faire un effort surhumain pour être là parce que vous étiez empêché. Mais vous avez promis quand même d'être là pour la première partie de cette émission. Merci à vous. Vous allez prendre congé de nous. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Nous allons continuer l'émission avec Patrick Rifoué. Et on va prendre justement quelques messages avant de commencer la deuxième partie. Plusieurs internautes ont réagi. Bonjour, bonjour au panel. Que Rifoué arrête de parler du droit. Il n'en sait rien. À propos, salut à vous sur le plateau. J'aimerais juste dire que le problème majeur, qui nuit le pays est l'injustice. Je prie le gouvernement ainsi que la population à pratiquer la justice. C'est Mba qui nous envoie le message. Grand qu'ils n'ont plus de respect pour personne et encore moins des institutions de l'État camerounais. Décidément, le MRC fait les ravages et devenant ainsi un parti terroriste. Non, je ne dirais pas ça, c'est Saïd Habé Sam qui nous envoie le message depuis Macapé. Bonjour le panel, depuis que M. Maurice Kamto, avocat international, a décidé de devenir politicien et militer au sein d'un parti politique, en l'occurrence de MRC, il s'y est constitué un regroupement d'avocats qui confondent l'avocature et la politique. Ils sont devenus tous... Le message n'a pas de fin. Bonjour, la charismatique mécénée Rifoué fait la honte des intellectuels camerounais. S'il en est un, c'est pas M. Rifoué, c'est Dr Rifoué, je vous en prie. C'est Emmanuel via Obama qui nous envoie le message depuis Indonésie. Les relations coupables au quotidien avec son épouse
et terrorise ses enfants et ses proches. Ah d'accord, il y a donc un téléspectateur qui a décidé de revenir sur l'agression de M. Limbi Lobet, la relation coupable au quotidien avec son épouse et terrorise ses enfants et proches de sa famille. Au vu aussi de tous, quelle option préconise-t-il? Dialoguer avec les voisins ou quoi? Saïd Habé nous envoie le message. Bonjour les fans de LTM TV, s'il vous plaît, je voudrais que Papa Kounié, spécimen du MRC et allié, qui a toujours estimé que le gouvernement doit dialoguer avec les terroristes, répondre à cette question en regardant les Camerounais dans les yeux. Si le voisin entretient, le message est venu plus fort, des relations terroristes, vos enfants, est-ce que vous allez continuer à parler à ce voisin? Là n'est pas la question, on va dire rapidement. Bonjour à vous sur le plateau. S'il vous plaît, bien vouloir mettre le thème au bas de l'écran, merci. C'est Steve. Bonjour, le plateau, le panéliste SDF mélange les trois problèmes des primes déjà posées par les militaires. Les primes de la RCA sont payées par l'ONU. D'autres messages. Bonjour, très belle émission. Les avocats ne sont pas au-dessus des lois camerounaises. S'ils enfreignent une loi, ils ont l'obligation d'être gazés pour que l'ordre puisse régner. Le message n'a pas été signé. On va lire quelques messages aussi arrivés par le réseau social Facebook, puisque vous avez la possibilité de nous suivre en direct depuis Facebook, LTM TV officiel. On va rapidement donc prendre le deuxième sujet de cette émission. Et je vais commencer par vous, Patrick Rifoué. On parle justement de la recrudescence des cas de la Covid-19 au Cameroun. Le ministre de la Santé publique a fait une sortie sur la chaîne nationale. Il parlait justement des nouveaux cas enregistrés du côté de Douala. On a parlé aussi de la région de l'Ouest Cameroun. On a parlé justement de ces voyageurs, ces personnes qui reviennent de l'extérieur avec des faux tests, d'où il a demandé l'urgence qui doit être intensifiée du côté des aéroports du Cameroun. Est-ce qu'on peut attendre encore le pire concernant la Covid-19, puisqu'on voit les pays qui sont attaqués où il y a recrudescence, les cas de personnes infectées ne font que grimper, les morts aussi, notamment les États-Unis et la France? Bon, la première chose qu'il faut rappeler, c'est que selon l'OMS, le Cameroun est le pays le plus résilient relativement à la gestion de la Covid. Du moins, pour ce qui concerne le premier épisode de la pandémie. On a très bien géré, je n'ai pas envie de dire, très bien géré cette pandémie. Ce qui se passe, c'est que la seconde vague que certains craignaient est en train de survenir en Occident, notamment aux États-Unis et dans les pays de l'Union européenne. Et il se trouve que par ce biais-là, certains nous ont ramené la maladie ici. Et effectivement, je pense qu'il n'a échappé à personne que il y avait tout un réseau de délivrance de faux tests à l'aéroport Charles de Gaulle en direction des pays africains, parce que il faut rappeler que les pays africains en termes de réglementation, et le Cameroun n'est pas le seul dans ce cas, ont un dispositif beaucoup plus strict. Ils exigent un test qui n'est pas un test rapide. C'est un test, je crois que c'est un test PCR qu'on exige, et généralement ça prend 2 ou 3 jours pour que le résultat du test sorte. Donc certains voyageurs, j'ai un ami par exemple qui était aux États-Unis, qui devait venir assister à un mariage, il n'a pas pu venir parce qu'il ne pouvait pas se faire le test très rapidement. Donc il n'a pas pu venir. Certains, pour essayer de contourner ce dispositif que nous avons mis, parce que derrière, il y a des amendes qu'on fait payer aux compagnies si jamais vous embarquez un voyageur qui n'a pas le test, qui n'a pas le dit test, qui n'a pas n'importe quel test, qui n'a pas le dit test. Donc ce qui se passe, c'est que certains voyageurs ont choisi de contourner la réglementation en se faisant délivrer des faux tests, et donc on se retrouve avec une situation où le virus recommence à circuler de manière active dans le littoral, à l'ouest et il me semble à l'est également. Parce que je crois que dans un établissement de la place, il y a 11 élèves qui ont été testés positifs récemment. Donc, ce que ça appelle, premièrement, c'est à la vigilance des populations, parce que, malheureusement, après les déclarations d'un certain nombre
de responsables, les Camerounais ont dit, bon, nous on a vaincu la Covid. Hein, donc, et quand vous dites qu'on a vaincu la Covid, ce qui signifie c'est que derrière il y a un relâchement. Oui, relâchement des barrières. Aujourd'hui, les mesures barrières, on ne les observe plus. Le lavage des mains systématique à l'entrée de certains lieux publics, ce n'est plus le cas. Le port du masque, et j'en demande pardon aux téléspectateurs, je n'ai pas mon masque ici. Je pense qu'il faut rappeler aux Camerounais que les gens doivent recommencer à porter le masque. Toutes les populations camerounaises ne sont pas des populations fragiles et exposées. Donc, beaucoup de personnes peuvent être asymptomatiques, mais si vous êtes asymptomatique, vous pouvez quand même transmettre la maladie à des personnes qui, elles, sont fragiles et peuvent faire la maladie. Donc, les mesures barrières, ce n'est pas seulement pour vous, ça vous permet de protéger votre environnement. Je crois qu'il est important que tout le dispositif sur la sensibilisation soit refait à nouveau et que les règles minimales que nous observions il y a 4-5 mois, que nous revenions à ces règles-là jusqu'à ce que cette épidémie se tasse. Et bon, il y a une bonne nouvelle sur le front du vaccin, mais vous savez, nous on est des pays africains. Si les Occidentaux vous disent qu'eux ils auront le vaccin en janvier 2021, ça signifie que nous les Africains... On a précisé que le vaccin c'est pour des privilégiés en certaines classes. Voilà, mais parce que même quand vous avez le vaccin, il y a la question de la production. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir une unité de production qui va vous faire 1 milliard de vaccins tous les jours. Et même si vous pouvez faire 1 milliard de vaccins tous les jours, il y a toute une logistique pour la manutention et le déplacement. Parce que les vaccins, ce sont des solutions particulières qui nécessitent un conditionnement particulier pour pouvoir se déplacer d'un lieu à un autre. Donc, il y a toutes ces dispositions-là qui sont assez complexes, qui nous font dire que nous, les pays africains, nous n'accéderons pas au vaccin avant probablement 2022. Donc, les mesures les plus efficaces pour le moment restent les mesures barrières afin de casser la chaîne de contamination, parce que quand vous avez déjà des contaminations comme ça, ça signifie qu'il y a une chaîne de contamination qui se met en place, qui se met en place dans la ville de Douala, qui va se mettre en place éventuellement à Bafoussam. Il faut casser ces chaînes de contamination pour que le nombre de personnes testées positives recommence à baisser, parce que c'est ça l'objectif. Je pense que c'est surtout l'appel qu'il faut lancer aux populations camerounaises. Jusque-là, nous avons bien géré cette pandémie, mais il faut faire attention à la seconde vague qui, en Occident, semble être plus féroce, plus dangereuse même que la première. Voilà. Alors, Emmanuel Kounié, on parle justement de la recrudescence de la pandémie coronavirus. Comment peut se comporter le gouvernement aujourd'hui alors qu'on a recommencé l'école? On parle vraiment d'une psychose qui s'installe auprès des écoles. Il faut signaler qu'il y a près de 11 élèves qui ont été testés positifs. Ça montre aussi l'urgence du respect des mesures barrières dans les établissements scolaires. Oui, je crois qu'il faut restaurer les mesures barrières. Il faudrait qu'on commence une fois de plus à les respecter. Mais je ne voudrais pas qu'on passe le temps à nous faire croire que le gouvernement a bien géré la Covid-19, bien géré la crise. C'est pour cela que le Cameroun a semblé être plus résilient que d'autres personnes. Non. Moi, je crois que ce qu'il faut dire aussi ici, c'est que toutes ces personnes, ou bien ces ONG, ou bien ces confessions religieuses, qui ont pu trouver des solutions par la pharmacopée, qui nous ont permis à traverser cette étape, parce qu'il faut reconnaître que quand cette affaire avait atteint son paroxysme, des coins comme le marché Kouloum était un endroit où tout le monde allait se ravitailler. Hein, c'est pas le gouvernement qui a nous installé les herbes et le Ndinja et tout qu'on sort au marché Kouloum. Les gens, tout le monde y allait. Les gens ont fait des potions, ils ont pris, et puis ça nous a permis de sortir de cette affaire-là. Donc, que les gens qui sont là pour voler le riz et tout ça, machin, nous disent que c'est eux qui ont bien géré cette situation. Ils ont leur rôle à jouer. La gestion peut-être dans les mesures barrières. Oui, les mesures barrières. L'accompagnement des populations. Nous avons suivi l'accompagnement des populations. J'ai mis un gros point d'interrogation parce que justement, je ne vois pas comment est-ce qu'ils ont pu accompagner la population comme il fallait. On les a vus dans des coins de village en train de donner un sous-préfet, de donner un seau, et je sais pas, un seau à un chef de village qui a même refusé parce que ça ne pouvait lui servir à rien. Donc, ces gens-là ne peuvent pas nous dire qu'ils ont géré quoi que ce soit. Ils ont essayé de faire quelque chose. Et ce qu'ils ont fait, ils étaient très loin des attentes des populations. Mais pour ma part, je demanderais aux populations de se remettre dans la résistance, dans la résilience, et se mettre sous les potions, et que Monseigneur Cléda et les hôpitaux catholiques puissent, n'est-ce pas, se mettre en ordre de bataille
parce que justement, il y a une autre vague qui arrive et que si nous croisons les bras et nous disons que le gouvernement a bien géré et que ceux qui nous ont aidés à traverser cette situation-là se taisent, alors nous allons rentrer dans un cul-de-sac. Donc, que ceux qui nous ont aidés à traverser cette étape se mettent au travail. Je veux parler de Monseigneur Cléda et de tous ceux l'évêque de Yaoundé et de tous ceux qui ont contribué pour nous permettre, n'est-ce pas, de ne pas avoir le chaos. Donc, que ces gens continuent à faire le discours, ils nous disent qu'ils ont organisé, ils n'ont rien organisé du tout. Ils se sont embrouillés comme d'habitude, ils ont pris de l'argent et ils ont fait disparaître. Et annoncer d'abord le déplacement de notre somme pour aider le Cameroun ainsi que le ministère de la Santé dans la lutte contre la pandémie coronavirus. Oui, le FMI peut débloquer une somme pour aider le Cameroun, mais cette somme-là pour aider le Cameroun, ce n'est pas forcément pour les malades. C'est pour aider le Cameroun, c'est pour aider l'économie camerounaise. Pour aider l'économie camerounaise, n'est-ce pas, à résister face à la crise. Ce n'est pas pour aider les gens à se soigner. Donc il faut faire très attention. C'est pour permettre à ce que les grandes entreprises qui se plaignent, qui estiment que... Parce que les entreprises, le JICAM vous a dit que les pertes en réalité sont de l'ordre de 800 milliards. D'ailleurs, on a suivi le ministre Motazé nous dire, lors de dernier Cameroun Business Forum, CBF, nous dire que le gouvernement est en train de vouloir mettre une ligne de crédit dans le budget 2021 de 200 milliards pour pouvoir, n'est-ce pas, garantir les prêts des entreprises auprès des banques, c'est-à-dire mettre ça à la disposition des banques pour garantir environ 20%, n'est-ce pas, 20 ou 25%, je ne sais plus, de crédit. Ça veut dire que si les 200 milliards, c'est pour garantir 25%, ça veut tout simplement dire que les banques peuvent donner des crédits aux entreprises jusqu'à 800 milliards. Bon. Est-ce que les banques sont d'accord? Est-ce que les mécanismes mis en place vont fonctionner? On ne sait pas. Mais toujours est-il qu'il a fait cette déclaration. Et il y a même certains journalistes qui sont venus nous dire que non, le gouvernement a mis 800 milliards à disposition des entreprises. Comment on va distribuer? On était obligé de leur dire que ce n'était pas de cela qu'il s'agissait. Donc, le FMI met à la disposition de l'argent, aide l'État, en accordant encore que ce n'est pas des dons. C'est des prêts, ce n'est même pas des prêts, c'est des différés qu'on fait, n'est-ce pas, sur les remboursements que nous devions faire auprès de ces organismes bailleurs de fonds multilatéraux, pour nous permettre d'avoir des ressources et pour soutenir un peu les entreprises qui sont en difficulté. Donc, ce n'est pas parce que nous avons bien géré, c'est justement parce que les entreprises sont cassées la figure, sont cassées la gueule, qu'on met cet argent pour permettre aux entreprises de tenir. Alors, l'autre raison pour laquelle le gouvernement a décidé de relâcher un tout petit peu les mesures barrières, c'était justement l'économie camerounaise. On sait que c'est une économie qui est portée par les PME à près de 90%. Et si on s'achemine vers le respect strict des mesures barrières, est-ce qu'on ne va pas se retrouver en train de plomber une fois de plus d'économie, puisqu'on sait que les bars vont être fermés, les activités, les marchés, rien ne va marcher. Est-ce qu'avant de parler de l'urgence du respect des mesures barrières, strictes mesures barrières, il n'y a pas moyen de créer une sorte de couloir pour aider justement ces PME-là qui ont été les premiers à souffrir de cette pandémie coronavirus? Oui, mais j'aimerais rappeler à l'intention d'Emmanuel Kounié que le satisfait de l'OMS vaut ce qu'il vaut, et je n'ai pas le sentiment que notre taux de guérison de 96% soit dû en majorité aux potions de Monseigneur Cléda, dont je salue par ailleurs le travail. Il a certainement contribué à la robustesse de la réponse du gouvernement comme un adjuvant, mais il ne faut pas lui donner plus d'importance qu'il n'en a. Je comprends sa difficulté. En règle générale, ils sont très bons lorsqu'il s'agit d'accuser le gouvernement, mais quand il faut distribuer les bons points, il n'y a plus personne. On invoque toute forme de divinité pour prétendre que le gouvernement n'est pas responsable de rien. Non. Quand le gouvernement a bien fait et l'honnêteté de dire aux Camerounais que oui, sur ce coup-là, le gouvernement a bien agi, ça crédibilisera davantage votre discours. Quand l'OMS donne son satisfait, ça vaut ce que ça vaut, et Priscille l'a rappelé, pour ce qui est de la gestion des contrats, le FMI a donné également son satisfait. Maintenant, vous avez effectivement raison lorsque vous indiquez que les fonds qui sont alloués ne servent pas simplement à la réponse sanitaire, mais écoutez, là, le gouvernement, nous sommes à l'Assemblée pour voter la loi des finances. Et une des dispositions, Emmanuel Kounié l'a indiqué, c'est qu'il y a 200 milliards qui vont être mis en place pour pouvoir garantir une partie des prêts qui vont être contractés par les entreprises. Mais ça, il faut saluer ces mesures-là. Et je rappelle ici que c'est une des demandes qui avait été faite par le JICAM, qui avait fait un communiqué dans lequel il réclamait
très aux mesures du gouvernement. Donc, c'est une des solutions c'est un des axes qui était réclamé par le GICAM. Donc, il faut saluer l'action du gouvernement et il faut rappeler que c'est la preuve que le gouvernement est à l'écoute. Le gouvernement est à l'écoute des acteurs économiques et de leurs demandes. Il y a une situation, nous avons une situation sanitaire et dans ces situations-là, il y a toujours une sorte de dilemme. D'ailleurs, dans ce cas, c'est un trilemme, ce n'est pas un dilemme. Parce que vous devez assurer la sécurité sanitaire, vous devez garantir le fonctionnement de l'économie. Vous devez garantir le fonctionnement de l'économie. Mais souvent, ce sont des impératifs qui sont des impératifs inconciliables. Donc, c'est toujours difficile de savoir où on met le curseur. Pour le moment, la situation n'est pas encore une situation critique au point où on en revienne aux mesures qui avaient été prises, qui étaient des mesures très strictes. Actuellement, il faut surtout appeler les Camerounais à renormaliser leur comportement. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut appeler les Camerounais à renormaliser leur comportement. Je pense que la loi des finances n'est pas encore votée, le gouvernement à l'écoute, le GICAM a remis un certain nombre de propositions. Je suppose que certaines seront certainement retenues dans le cadre de cette loi de finances parce que c'est important que l'économie reparte. Bon. En même temps, il ne faut pas mettre en danger la vie des Camerounais. Parce que si on dit il faut tout jouer sur l'économie et on met en danger la vie des Camerounais, mais on accusera le gouvernement d'être irresponsable. Donc la priorité, c'est la santé des Camerounais. Ensuite, il faut que l'économie reparte. Le gouvernement est en train de travailler. Moi, je salue ce dispositif qui va permettre de mettre 200 milliards de garanties. Kounia a rappelé que ça permet pour pouvoir permettre que l'économie reparte. Mais aujourd'hui, nous faisons face à la seconde vague. C'est le plus urgent. Il ne serait pas sain que, par exemple, dans les établissements qui sont des lieux de forte concentration, que nous ayons des chaînes de contamination. Parce que si vous avez dans plusieurs établissements des chaînes de contamination, le gouvernement sera contraint de demander à ces établissements-là de fermer, au moins à ces établissements de fermer, parce qu'on ne peut pas, ce sont des lieux de forte concentration humaine. S'il y a des chaînes de contamination, le seul moyen de les casser, c'est de demander aux enfants de rentrer chez eux. Mais l'autre fait majeur aussi qui inquiète, c'est que dans la majorité d'établissements scolaires, les mesures barrières ne sont pas respectées, parce que c'est un énorme coût. S'il faut respecter ces mesures barrières, notamment la distanciation sociale, si environ 20 à 25 élèves par classe, les établissements ne pourront pas supporter, parce que le nombre d'inscrits est largement supérieur aux mesures qu'il faut respecter. Donc on pourrait s'acheminer vers un arrêt de l'école scolaire. Je dis, c'est une hypothèse, mais nous n'y sommes pas encore. C'est une hypothèse qu'il ne faut pas écarter. Pour cela, il faut que les comportements soient renormalisés. C'est-à-dire que les bacs de lavage qui ont disparu à l'entrée des lieux publics doivent faire leur réapparition. Le port du masque doit redevenir un réflexe. Ça l'était il y a quelques mois, ça ne l'est plus aujourd'hui. Nous avons tous un masque que nous avons peut-être pour certains jetés, on ne sait pas où. Mais je conseille aux Camerounais de retrouver les masques qu'ils avaient et de s'habituer à nouveau à les porter parce que ce sont les moyens les plus efficaces que nous avons pour casser les chaînes de contamination. Maintenant, effectivement, il y a une situation particulière qui est la situation des établissements scolaires. Je suppose que le dialogue entre le ministère de la Santé, le Minédub et le Minesec va permettre de prendre des mesures spécifiques pour permettre aux établissements de poursuivre les cours. Je tiens à rappeler que, par exemple, en France, ce sont seulement les universités qui ont arrêté lorsqu'ils ont repris des mesures pour faire face à la seconde vague. Mais les lycées et les écoles primaires continuent à faire cours normalement. Il va sans dire que le volume d'effectifs n'est pas le même que chez nous, donc les risques de contamination ne sont pas du même ordre. Mais je suppose que le gouvernement prendra un certain nombre de mesures pour permettre à l'école de se poursuivre en mitigeant le risque. Emmanuel Kounia, c'est le même scénario qui se répète. Nouveau cas d'infection, après généralisé, 10 000, 20 000 cas. Avec ce retour de la pandémie coronavirus, on parle de la rentrée de l'école, rentrée scolaire et autres. Est-ce que les parents peuvent craindre? Quelles sont les mesures que peut prendre l'État peut-être pour ne pas s'acheminer à une année, un arrêt de l'école en plein milieu scolaire? On n'a pas encore fini le premier trimestre qui a commencé d'abord tardivement suite à la première vague. Comment est-ce que les parents doivent se comporter? On a bien parlé respect des mesures barrières, mais surtout les dispositions que l'État doit prendre. Patrick, il faut parler justement du respect des mesures barrières dans les écoles. Mais est-ce qu'on peut trouver des mesures pour stabiliser la pandémie, mais permettre que cette année puisse se dérouler normalement concernant l'éducation? Non, je crois que
le gouvernement doit faire ce qu'il peut faire, puisqu'ils ne font que ce qu'il peut faire. Mais moi je crois qu'il faut encourager davantage la pharmacopée à continuer à travailler sérieusement. Et puis, dans les familles, c'est presque tout le monde qui appuie ces pistes-là, et nous avons vu les résultats. Même si certains veulent s'en accaparer, c'est pas grave. Toujours est-il que ce qui nous intéresse, c'est le résultat. Bon, moi je pense que les parents doivent davantage savoir que nous avons un risque énorme de recrudescence, n'est-ce pas, de cette maladie, et puis que les gens ne relâchent pas, que les gens continuent à se prémunir comme par le passé, et qu'ils ne disent pas que la pandémie est passée, parce que aujourd'hui on se rend compte que la deuxième vague, on ne sait même pas si c'est le même virus qui va arriver, hein. Ça peut, si le virus va muter, ou bien si le virus sera plus résistant, etc. Donc il faudrait qu'on soit suffisamment attentif. Quant à ce qui concerne les salles de classe, la vérité c'est que on essaie de dire ce qu'on veut dire, mais c'est assez difficile pour nous de respecter ces mesures-là de manière sérieuse, parce que les enfants sont plus ou moins irresponsables, entre guillemets, et ils seront toujours en train de jouer, en train de se mettre ensemble. Ils n'ont pas véritablement conscience de ce que c'est que la maladie. Même s'ils ont conscience, quand on va à l'école, c'est pour jouer. Quand on envoie les enfants à la maternelle, d'abord c'est pour eux, c'est d'abord pour jouer, hein. Et on grandit comme ça, on est très peu conscient de certains problèmes, on doit pouvoir les sensibiliser, mais on doit pouvoir, puisque nous avons eu la chance que du côté de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle, qu'on puisse trouver des éléments de résistance face à cette maladie, il faudrait qu'on insiste là-dessus pour que cette maladie ne puisse pas pénétrer notre milieu social n'importe comment. Donc, je compte sur notre capacité, n'est-ce pas, à l'autodéfense contre cette maladie, et je demanderai à tous les parents de se prémunir, d'avoir les apprentissages, d'histoire, pour pouvoir se débrouiller, comme ils ont su le faire. Maintenant, pour revenir à ce que le gouvernement est en train de faire, moi j'ai lu tout ce qui a été dit dans le Cameroun Business Forum. C'est bien, mais je voudrais dire ici que les banques qui ont été contactées, pour le moment, il y a une seule banque, BGFI, ce qui est d'ailleurs une banque gabonaise, hein, qui a accepté déjà de collaborer avec le gouvernement dans le cadre, n'est-ce pas, de l'utilisation de ces 200 milliards pour les entreprises. Le gouvernement est en train de négocier avec les autres entreprises. C'est pas maintenant, c'est en début 2021. Mais je voudrais également dire qu'il faudrait que notre gouvernement apprenne à faire ce qu'il dit. Parce qu'il me souvient qu'en 2011, avant, n'est-ce pas, la formalité électorale présidentielle de 2011, le même ministre Motazé était au ministère du Plan, et il a promis aux entreprises que dans le cadre de projets structurants, on doit tirer, n'est-ce pas, l'expérience de nos échecs du passé, parce que quand il y a eu le pipeline, les PME n'ont pas eu de marché, ils n'ont rien profité dans ces fonds qui étaient déversés chez nous pour faire le pipeline. Il a promis donc que le gouvernement devait créer une bourse qu'on va créer une bourse des PME, et que le gouvernement devait s'arranger pour que 30% du budget des projets structurants soit mis à la disposition, enfin, soit géré par les PME. C'est-à-dire que les PME devaient fonctionner, avoir à utiliser les 30% dans le projet structurant. Mais ce qui est vrai, c'est que quand les projets structurants, les grands projets de projets structurants ont été mis en place, les PME étaient purement et simplement mis à côté. Donc, peut-être que c'était une propagande électorale, puisqu'on était à la vague de la formalité électorale de 2011, présidentielle de 2011. J'espère que cette fois encore, ce qu'il dit va être fait, c'est-à-dire que les 200 milliards à la ligne de crédit de 200 milliards va être voté, et que les entreprises vont réellement bénéficier de crédits conséquents, et surtout qu'ils vont réussir à s'entendre avec les banques pour que les banques acceptent de collaborer dans ce domaine-là. Parce que si les banques n'acceptent pas, si les banques se rendent compte qu'ils vont donner des crédits et qu'à la fin, même la garantie ne va pas fonctionner, quand on va, n'est-ce pas, chercher à réaliser la garantie, etc., alors ça va créer un problème. Donc il faudrait que le gouvernement fasse un effort pour que ce qu'ils ont dit là puisse être effectif, pour permettre que les pertes d'emploi cessent, que les entreprises puissent reconstituer leur outil de production, leur matière première, et qu'on puisse sentir de moins en moins, n'est-ce pas, l'effet de la Covid-19 sur l'économie.
Voilà, merci à vous Patrick Ifoué d'avoir été là ce dimanche. C'est une très belle émission, merci à vous. C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir. Merci à vous Emmanuel Kenyé d'avoir répondu présent, vous qui êtes le représentant du MRC. Merci vous qui nous avez regardé à la maison, c'est un plaisir. On se donne rendez-vous dimanche prochain tout en souhaitant plein de rétablissement à M. Elimi Lobé qui a été victime d'une agression très tôt ce matin alors qu'il s'est rendu du côté de Yaoundé. Selon certaines informations, il a été poignardé, a reçu un coup au niveau de son genou. Prompt rétablissement au consultant de LTM. Merci à vous de nous avoir suivis. Les émissions se poursuivent sur LTM Télévision. Rendez-vous pris dimanche prochain. Rediffusion de l'émission tout à l'heure lorsqu'il sera 21h. Au revoir à tous et bon dimanche.